Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France. Je suis Émilie Granger et nous sommes aujourd'hui le mardi 18 novembre. Bonjour. Dans la course présidentielle chilienne, très serrée, le premier tour a clairement opposé deux candidats. Le sénateur de gauche ** José Antonio Cast ** et l'ancien maire de Santiago ** Jara ** Cast, soutenu par les ailes conservatrices et d'extrême droite, et Jara, appuyé par le centre-gauche, se sont qualifiés pour le second tour. L'issue du scrutin devrait donc refléter les profondes divisions politiques du pays. Le premier tour, qui s'est tenu le 16 novembre, a vu Cast arriver en tête avec une avance certes faible, mais significative, suivie de près par Jara, qui a réussi à devancer plusieurs autres candidats malgré les difficultés rencontrées par le centre-gauche. Cast, figure emblématique de la scène politique chilienne, est connu pour sa fermeté sur des questions telles que l'immigration, la criminalité et l'économie, se positionnant comme le défenseur des valeurs traditionnelles. Jara, quant à lui, représente une perspective de gauche plus modérée, prenant des politiques sociales progressistes, un renforcement de la protection sociale et la lutte contre les inégalités. Alors que le Chili peine à se remettre des récents débats constitutionnels et des défis économiques post-pandémiques, cette élection reflète la polarisation du paysage politique chilien. Les deux candidats ont promis de s'attaquer aux problèmes sociaux et économiques du pays, mais leurs approches divergentes alimentent une campagne électorale intense et incertaine. À quelques semaines du second tour en décembre, tous les regards sont tournés vers la manière dont ils parviendront à séduire un électorat plus large et à gérer le profond clivage idéologique qui s'est creusé au sein de la population électorale chilienne. Aujourd'hui, au centre de sommet économique euro-américain Robloxien, qui se tiendra d'août 2025 à 2026, deux intervenants de renom, dont le politicien suisse Fabrice Amann et Alain Bazalgette, prendront la parole. Ils aborderont le thème de la contraction de l'économie japonaise, les exportations étant affectées par les droits de douane américains. Un reportage vidéo sera diffusé à ce sujet. Au centre de sommet économique euro-américain Robloxien, un débat crucial s'est tenu aujourd'hui, plaçant l'actualité économique mondiale au cœur des discussions. Organisé d'août 2025 à 2026, ce sommet a accueilli des personnalités de premier plan issues de divers secteurs. Parmi elles, l'homme politique suisse Fabrice Amann et l'économiste renommé Alain Bazalgette, dont le discours percutant sur la contraction de l'économie japonaise face à la hausse des droits de douane américains a particulièrement marqué les esprits. Fort de son expertise en commerce international, M. Bazalgette a captivé l'auditoire en analysant les défis économiques pressants auxquels le Japon est confronté. Avec une analyse pertinente, il a démontré comment l'imposition de droits de douane américains sur les exportations japonaises a fragilisé le secteur manufacturier du pays, pilier traditionnel de sa puissance économique. M. Bazalgette a évoqué les répercussions de cette situation, qui affecte non seulement le Japon, mais aussi potentiellement la dynamique du commerce mondial. Ces analyses ont dressé le portrait d'un ordre mondial en mutation, où les tensions commerciales redéfinissent les politiques économiques. Mesdames et messieurs, chers dirigeants et invités distingués. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment crucial de l'histoire économique mondiale. L'interconnexion de nos marchés, de nos industries et de nos peuples n'a jamais été aussi évidente, ni aussi complexe. Aujourd'hui, je vous parle de l'état actuel de l'économie japonaise, qui se trouve confrontée à des vents contraires importants, notamment l'impact des tarifs douaniers américains sur ses exportations. Ces derniers mois, le Japon a connu une contraction marquée de sa croissance économique, une tendance en partie due aux tensions commerciales entre les grandes puissances économiques. Le Japon, une économie axée sur les exportations, a longtemps compté sur des relations commerciales solides, en particulier avec les États-Unis. Cependant, l'imposition de tarifs douaniers sur les produits japonais, couplée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, a considérablement mis à mal cette relation essentielle. À mesure que les tarifs augmentent, le coût des biens et des services augmente également. Cela crée une pression indéniable, non seulement pour les exportateurs, mais aussi pour les consommateurs, car les prix augmentent dans tous les secteurs. Au cœur de cette question se trouve la vulnérabilité du secteur manufacturier du Japon, qui a longtemps été un pilier de son succès économique. Des technologies de pointe aux automobiles, les industries japonaises ont été des leaders mondiaux. Pourtant, avec l'augmentation des tarifs, ces industries subissent une pression croissante pour s'adapter. Les tarifs imposés par les États-Unis, bien qu'ils visent à protéger les industries locales, ont eu un effet d'entraînement,
minant le système commercial mondial même qui a permis à la prospérité de fleurir pendant des décennies. Ce n'est pas seulement un défi pour le Japon, c'est un défi pour le monde, pour notre vision partagée d'une économie mondiale ouverte, coopérative et bénéfique pour tous. Mais il existe un autre aspect de cette histoire. La résilience du Japon est indéniable. Malgré ses pressions économiques, le Japon continue d'innover, de s'adapter et de chercher de nouvelles opportunités de croissance. Nous regardons au-delà du marché américain pour diversifier nos relations commerciales, forgeant de nouveaux partenariats en Asie, en Europe et au-delà. L'engagement du Japon en matière de technologies écologiques, de transformation numérique et de développement durable reste aussi fort que jamais. Nous comprenons que l'avenir ne consiste pas seulement à surmonter les défis immédiats, mais aussi à poser les bases d'une économie mondiale plus équilibrée et diversifiée. Lors de ce sommet, je nous invite tous à réfléchir aux implications plus larges de ces conflits commerciaux. L'isolement économique ne profite à personne à long terme. Il est de notre responsabilité collective de garantir que le commerce mondial reste ouvert et équitable. Nous devons défendre des politiques qui réduisent les barrières, qui favorisent la collaboration et qui privilégient les intérêts partagés de toutes les nations, et non de quelques-unes seulement. Le Japon ne se contente pas d'endurer ces défis, nous les utilisons comme une occasion de renforcer notre position dans l'économie mondiale. Nous continuerons de travailler étroitement avec nos alliés et partenaires, en nous adaptant aux nouvelles réalités, en embrassant le changement et en stimulant l'innovation. Quittons ce sommet avec l'engagement renouvelé de bâtir une économie mondiale juste, transparente et inclusive, où aucune nation n'est laissée pour compte et où les opportunités de croissance sont partagées par tous. Je vous remercie. Pendant le discours de Bas Alghet, l'atmosphère à l'écran était chargée d'attentes. Fabrice Hamen, reconnu pour son action en faveur du développement des relations diplomatiques et économiques, a rejoint Bas Alghet sur scène, apportant un éclairage plus politique sur les répercussions économiques de la crise. Hamen a insisté sur la nécessité d'une coopération internationale pour éviter que ces difficultés n'entraînent une fragmentation économique mondiale accrue. Le reportage, filmé, a mis en lumière la gravité des discussions, les principaux représentants internationaux participant à des débats animés. Ce dialogue a non seulement éclairé les difficultés économiques du Japon, mais a également abordé les implications plus larges pour les politiques commerciales internationales, plaidant pour une refonte des stratégies économiques mondiales actuelles. Ce fut un moment qui a souligné les défis en constante évolution du monde interconnecté d'aujourd'hui. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Déclaration conjointe aux médias d'Alhaji Musa Timothy Kaba, actuel ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone et président du Conseil de sécurité pour le mois de novembre, au nom des membres du Conseil de sécurité titulaire d'engagement commun sur les femmes, la paix et la sécurité. Good morning. We, Denmark, France, Greece, Guyana, Panama, Slovenia. Bonjour. Nous, Danemark, France, Grèce, Guyana, Panama, Slovénie, République de Corée, Royaume-Uni et mon pays, le Sri Lanka. Signataires de l'engagement commun sur les femmes, la paix et la sécurité. Exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation politique et sécuritaire au Soudan du Sud. Il est urgent d'agir pour éviter l'effondrement des efforts de paix et prévenir de nouvelles souffrances humaines. Nous sommes déterminés à poursuivre les efforts diplomatiques et multilatéraux pour prévenir de nouvelles violences, en particulier celles qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Le Conseil de sécurité a appelé à plusieurs reprises à une véritable inclusion des femmes dans le règlement des conflits et nous sommes prêts à soutenir ces efforts. Nous exhortons le gouvernement de transition à créer les conditions d'élections transparentes, libres et équitables, à élaborer, par le biais d'un processus inclusif, une constitution permanente, reflétant la volonté du peuple et à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix revitalisé de 2018. Au Soudan du Sud, les femmes et les filles continuent de subir de plein fouet les conséquences des hostilités en cours, des conflits intercommunautaires, de la prolifération des armes légères, des chocs climatiques et de l'aggravation de la pauvreté. On observe une augmentation des violences sexuelles liées au conflit, des déplacements massifs de population, notamment de femmes et de filles, et l'effondrement des services essentiels, ce qui accroît le risque de mortalité maternelle, favorise le recours à des mécanismes de survie néfastes et provoque une grave insécurité alimentaire.
Ces vulnérabilités sont exacerbées par l'afflux de réfugiés fuyant le conflit au Soudan. Nous condamnons toutes les violations des droits des femmes et des libertés fondamentales et exigeons que les responsables rendent des comptes. Le non-respect persistant des dispositions clés de l'accord de paix revitalisé de 2018, telles que l'attribution de 35% de quotas à la représentation des femmes, a retardé la transition politique et plongé le pays dans une nouvelle instabilité. Nous exhortons toutes les parties à reprendre des négociations inclusives, à garantir un accès humanitaire sans restriction et à respecter pleinement le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Nous sommes préoccupés par les restrictions imposées à l'espace civique et au financement des tribunaux, notamment la fermeture de programmes humanitaires essentiels qui ont affecté les femmes artisanes de la paix et contraint de nombreuses organisations féminines à suspendre leurs activités à un moment critique. L'engagement de protéger et d'autonomiser les femmes et les filles est inscrit dans l'accord de paix de 2018. Le protocole de Maputo, ratifié en 2023, ainsi que les plans nationaux relatifs aux femmes, à la paix et à la sécurité et à l'élimination des violences sexuelles et sexistes doivent désormais se traduire par des actions concrètes et une véritable responsabilisation. Nous soutenons pleinement les efforts de l'Union africaine et de la Commission des droits de l'homme au Soudan du Sud pour promouvoir la paix, la justice et la stabilité pour le peuple du Soudan du Sud. Merci. And the Commission on Human Rights in South Sudan to advance peace, justice and stability for the people of South Sudan. Thank you. So how will the WPS agenda be incorporated in the Gaza, post-war Gaza framework that you're going to vote on soon? Dans une décision significative, le département d'État américain a officiellement classé le Venezuela comme « État cartel », une désignation qui met en lumière les liens croissants du pays avec le trafic de drogue et le crime organisé. Cette décision souligne les inquiétudes grandissantes concernant l'implication du gouvernement vénézuélien dans des activités illicites, notamment son rôle présumé dans la facilitation des opérations de trafic de drogue vers les États-Unis et au-delà. Cette classification, qui a suscité de vives critiques de la part du gouvernement vénézuélien, intervient dans un contexte de surveillance internationale accrue de l'administration du président Nicolás Maduro. Les responsables américains ont mis en avant des éléments de preuve suggérant que de hauts responsables du gouvernement et de l'armée vénézuélien ont conspiré avec de puissants cartels de la drogue, leur permettant d'utiliser le territoire vénézuélien comme principale voie de transit pour les stupéfiants. Cette mesure est perçue comme faisant partie d'un effort américain plus large visant à tenir le régime vénézuélien responsable de ses liens avec les réseaux criminels, liens qui, selon Washington, ont contribué à l'instabilité dans la région. Les autorités vénézuéliennes rejettent fermement ces accusations, les qualifiant de politiquement motivées et s'inscrivant dans une campagne d'ingérence américaine plus vaste. Le gouvernement affirme être victime de sanctions économiques et d'actions déstabilisatrices orchestrées par des puissances étrangères. Malgré cela, les États-Unis continuent d'imposer des mesures strictes au Venezuela, notamment des sanctions financières et des restrictions à l'encontre de responsables gouvernementaux. Cette désignation risque d'exacerber les tensions entre les deux pays, déjà vives en raison de divergences idéologiques et du déclin de l'économie vénézuélienne. Elle suscite également de vives inquiétudes en Amérique latine, où la situation au Venezuela continue d'alimenter les crises migratoires et d'aggraver l'insécurité régionale. Face à l'intensification de la pression américaine, l'avenir politique et économique du Venezuela demeure incertain. Lors d'une confrontation palpitante au ATP Finale 2025, les jeunes stars du tennis Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont offert un match à couper le souffle. Ces deux talents émergents, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, font sensation sur le circuit ATP, et leur duel très attendu a tenu toutes ses promesses. Sinner, l'Italien réputé pour son jeu de fond de court agressif, affrontait l'Espagnol Alcaraz, dont le talent et le jeu complet font de lui l'un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération. Le match, disputé à l'O2 Arena de Londres, a été un véritable feu d'artifice de technique et de détermination. Favori avant la rencontre, Alcaraz a fait preuve d'une incroyable résilience, contrant les puissants coups de fond de court de Sinner par sa vitesse et sa variété de frappes caractéristiques. Cependant, Sinner a prouvé que son jeu puissant et sa force mentale pouvaient rivaliser avec le talent d'Alcaraz. Les deux joueurs se sont livrés à un duel intense, ponctué de nombreux breaks et d'échanges spectaculaires. Au fil du match, l'ambiance dans le stade est devenue électrique, les deux joueurs se rendant coup pour coup dans un match haletant. Sinner a finalement triomphé d'Alcaraz dans un set final très disputé,
s'assurant la victoire grâce à un break décisif dans les dernières minutes. Cette victoire marque une nouvelle étape importante dans l'ascension de Sinner au classement ATP, tandis qu'Alcaraz, malgré sa déception, a une fois de plus démontré pourquoi il est considéré comme l'un des futurs espoirs du tennis. Grâce à ce résultat, Sinner confirme son statut de prétendant sérieux au titre mondial, tandis qu'Alcaraz, malgré sa défaite, reste un adversaire redoutable, les deux joueurs se tournant vers les prochains tournois du Grand Chelem. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Émilie Granger qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera présenté demain par Mathieu Augustin. Passez une bonne journée, bonne nuit et à bientôt. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.